Bienvenue au Voyeur de Vue. Ceci n'est pas la vraie chanson thème, car ceci n'est pas le podcast. C'est juste pour vous avertir à la maison que on a eu des pépins en enregistrant le podcast hier. On a perdu une partie de l'audio de Yannick après environ 1 heure. Donc évidemment, c'est le plus long podcast qu'on a jamais fait au Voyeur de Vue. Donc évidemment, ça a chié. Vous allez remarquer la qualité du son change à peu près 1 heure après le début du podcast. Car j'ai dû aller chercher les backups audio. Ben, c'est ça. Donc, vous allez remarquer que ça change un peu, mais c'est encore très, très écoutable. Et je voulais juste profiter de cette occasion pour dire que il y a un moment que j'ai dû couper car ça n'était pas synchro et on fait des blagues dans ce moment. On fait des blagues à ce moment-là sur le prix de Geely sur iTunes. Donc, quand vous allez nous entendre faire une blague à propos de ça, plus tard, à propos d'un autre film, c'est en référence à une blague que j'ai dû couper car elle était rendue inutilisable. Vous allez peut-être voir aussi qu'il y a des bafouillages et des trucs à l'intérieur de cette partie-là, mais c'est de même, ça sera plus comme ça dans le futur. Je vous m'envoyais bien désolé. Et sinon, allez voir des vues. Bienvenue aux Voyeurs de Vue. Les Voyeurs de Vue, c'est deux gars devant l'éternel qui cherchent Baywatch. Et dans leur quête de trouver Baywatch, ils vous parlent des films qu'ils ont vus chaque semaine. Un de ces voyeurs est moi-même, Yannick Belzile. Et l'autre, c'est moi, Alex Rose. À chaque semaine, on écoute un film et ce film-là est lié au film qu'on a vu la semaine précédente. La semaine passée, on a passé à travers l'épopée qu'est le Snyder Cut de Justice League, qui mettait en vedette, bien sûr, Ben Affleck dans le rôle de Batman. Et cette semaine, on va parler d'un film dans lequel Ben Affleck a joué, un autre film fort dans sa carrière. Ouais, effectivement. Jiggly. Hey, il prononce maintes et maintes fois dans le film comment dire son nom et je l'ai déjà oublié. Jiggly avec Ben Affleck, un film de Martin Brest. Ça se prononce Geely. Geely, oui, c'est ça, Geely. It rhymes with really, qui dit. Ah oui, fait qu'on va parler de Jiggly plus tard dans l'émission. Mais avant ça, on va bien sûr vous parler des films qu'on a vus cette semaine, car nous sommes des voyeurs de vue. On écoute des films à chaque semaine. Alex, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Eh bien, cette semaine, ou en fait la semaine passée, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle Adventures in the B-Movie Trade de Brian Trenchard Smith, qui est un réalisateur de genre australien, qui a fait beaucoup de films cultes, rien, je pense, qui est passé comme à un succès global, là, si t'es pas comme un nerd de film, mais comme c'est une biographie self-published à travers Amazon, il y a encore plein de fautes dedans, tout ça. Je trouve ça toujours intéressant de lire des livres de gens comme ça que peut-être que un éditeur plus glorieux ne leur aurait pas donné la liberté d'écrire un livre là-dessus. Fait que je connaissais très peu de ces films. Fait que je me suis dit que en lisant le livre en fait de Brian Trenchard Smith, vu que je lis très lentement ces jours-ci de toute façon, j'allais regarder les films au fur et à mesure qu'il en parle dans le film. Puis Brian Trenchard Smith a commencé un peu sa carrière en tant que monteur de trailer. Donc c'est un Anglais, mais ses parents sont australiens. Il était monteur de trailer en Angleterre. Il est allé en Australie après ça pour essayer de monter une carrière en Australie parce qu'il voyait que, là on parle de fin des années 60, début des années 70, la communauté de la TV et du cinéma commençait à se construire en Australie. Fait qu'il pensait qu'il allait avoir plus d'opportunités de se rendre plus loin, plus rapidement en Australie. Et là-bas, il a réalisé pour la télévision, pour la télévision, un ou deux documentaires sur les cascadeurs et les cascades. Et donc, il est devenu super intéressé par ça, les cascades et de par ça, les arts martiaux. Puis, en 1973, donc un de ses gigs, quand il était en Australie, c'était de faire des press kits pour la TV, dans le fond, de se promener sur la Terre, faire des entrevues avec des célébrités, tout ça, pour utiliser après ça par la TV australienne pour plugger dans leur programmation. Ce qui était c'est l'ancêtre de nos extras DVD, quand on écoutait des films sur DVD, tout ce qu'on retrouvait là-dessus, c'était créé, filmé par du monde comme lui. Là.
Exact. Puis, à travers ça, il était censé faire je crois que c'était un projet de documentaire sur Bruce Lee. Et il y avait aussi dans sa poche un pitch pour pitcher à Bruce Lee une fois qu'il allait faire le documentaire. Et quand il est arrivé à Hong Kong pour tourner son truc avec Bruce Lee, débarquer de l'avion, c'est le jour où Bruce Lee est mort. Ouf. Fait que là, il y avait des meetings avec Raymond Chow, la compagnie, c'est Golden Harvest, pardon. Oui, Qui, oui. qui était une des compagnies qui produisait des films de Kung Fu. Et de ça, il a pitché son film, l'idée The Man from Hong Kong, qui est un film qui a déterminé un peu avec Grant Page, qui est un cascadeur qui est d'après ça devenu plus connu parce que c'est le stunt coordinator de Mad Max. Donc, à l'époque, des cascadeurs, c'était quand même rare. C'était une denrée non périssable. Mhm. Fait qu'avec Grant Page, qui était rendu son ami, il a comme déterminé un scénario de film de Kung Fu australien qui allait être un peu aussi comme un genre de reel pour montrer toutes les genres de cascades que Grant Page était capable de faire, tout ça. Déjà qu'il y avait un documentaire qui était ça avant Man from Hong Kong, puis le film qui est fait tout de suite après Man from Hong Kong, qui s'appelle Death Cheaters, qui est un film qui met en vedette Grant Page, genre, qui est un film sur Grant Page qui est un cascadeur et les cascades qu'il fait, et ainsi de suite. Fait que The Man from Hong Kong, finalement, n'a pas été fait avec Bruce Lee parce qu'il était décédé, mais bien avec Jimmy Wang Yu, qui était aussi connu à cette époque-là pour les films des Shaw Brothers, dans le fond, One Arm Swordsman, puis aussi The Chinese Boxer. Mhm. Dans le livre, Brian Trenchard Smith explique c'était le deuxième plus populaire acteur d'arts martiaux en Chine après Bruce Lee à cette époque-là. Ce que je suis pas certain. Je veux dire, il faut que je croie à Brian Trenchard Smith s'il me dit ça. Ben, One Arm Swordsman puis Chinese Boxer, c'est tout de même des gros films, justement, des années 70-80 de Kung Fu. Fait que je pense que c'est tout de même legit. Puis le fait que cet acteur-là ne semble pas faire partie de ce qui était le Bruceploitation, là, les films et les acteurs qui exploitaient une mince ressemblance avec Bruce Lee. Fait que j'imagine que juste ça, c'est legit. Là. Ouais, ben, c'est un peu comme ça que c'est décrit aussi dans le livre. Et donc, récemment, on va être Jimmy Wang Yu et George Lazenby, qui était connu pour être le James Bond de Honor Majesty Secret Service, le seul James Bond qui a fait un seul James Bond, et qui est un Australien et qui était à cette époque-là sous contrat avec Golden Harvest. Donc, il est le méchant dans ce film qui est dans le fond à propos de les deux policiers australiens qui arrêtent un trafiquant de drogue chinois joué par Sammo Hung, en fait, qui l'arrête en Australie et là, il doit être extradité, retourné à Hong Kong et le gouvernement chinois envoie l'inspecteur Fang Sing Leng, joué par Jimmy Wang Yu, qui s'en vient en Australie ramasser Sammo Hung, puis là, il décide de le ramener. T'sais, c'est pas full compliqué. Là. Non. Il décide de le ramener. Dans son enquête, il découvre que, dans le fond, Sammo Hung passe de la drogue pour George Lazenby, qui est un genre de caïd australien de la drogue, qui lui aussi fait des arts martiaux. Et donc, c'est essentiellement ça l'histoire. Il faut pogner George Lazenby, c'est un méchant. Fang Sing Leng est un genre de Dirty Harry du Kung Fu, genre. T'sais, il n'y a pas beaucoup de scrupules d'éthique et de morale. Toi, tu passes souvent de films de Kung Fu au voyeur de vue, tu sais, puis... Je vais parler d'un film de Kung Fu après celui. Et moi, généralement, j'ai pas full de connaissances là-dedans, fait que je pourrais pas te dire, tu sais, à quel point c'était commun des genres de Kung Fu fusion comme ça, tu sais. Parce que, à la base, c'est autant un film de policier australien, tu sais, style... je sais pas, tu sais, un film de Polizieschi, là, genre des films de police italiens ou un film style d'action américain des années 70 aurait pu l'être, là, comme, tu sais, je sais pas, Busting ou Freebie and the Bean ou même Dirty Harry. Fait que c'est peut-être pour ça que ça m'a vraiment beaucoup parlé. Alex, ça t'a beaucoup parlé. Est-ce que je dois assumer que il y a une certaine qualité visuelle qui est créée par la chaleur? Oui, effectivement. Oui, tu Dans ce as film-là? raison. Il y a une scène de combat avec... Oui, c'est un film suant. C'est un film de Kung Fu suant, en fait. Il y a une scène de combat, il me semble que c'est Jimmy Wang Yu puis Sammo Hung, où Sammo Hung est tellement suant qu'on dirait qu'il est beurré de vaseline. Puis la première scène du film, le premier combat, en fait,
c'est entre un des policiers puis Sammo Hung, puis c'est directement sur Uluru, là, qui était avant connu sous le nom de Ayers Rock, la grosse roche rouge australienne que vous Mhm. voyez sur des cartes postales. Fait que tu sais, difficile de faire plus kung-fu australien que se crisser des volets sur le top. Ça serait comme se crisser des volets genre sur la croix du Mont-Royal, puis c'est un film de kung-fu montréalais, genre. Fait qu'il y a pas juste du kung-fu, il y a aussi des scènes, il y a une longue scène de poursuite de char, tu sais. Puis ça, j'aime ça aussi. Scène de poursuite, tu sais, moi je suis pas une personne de char, j'ai même pas de permis. Mais des poursuites de chars des années 70 avec, tu sais, des vieux gros crises de chars bruns puis verts, là, tu sais, qui sautent des petits jumps puis que là, ils perdent leur bumper. Puis Des rectangles là, qui se c'est promènent. Là. ça. Ouais, c'est ça. C'est une affaire comme ça. C'est un peu en avance sur son temps dans le sens que Jimmy Wagner couche avec, non pas une, mais deux Australiennes blanches. Une chose que, tu sais, Bruce Lee, il touchait même pas des femmes, genre, dans ses films. Fait que, tu sais, c'est un peu plus, tu sais, c'est un peu trash, c'est un peu plus, tu sais, série B, scabreux, et ainsi de suite. Mais c'est super bien fait, puis c'est vraiment bon. Il y a une scène de combat avec Grant Page, en fait, le aforementioned Grant Page, dans un restaurant qui est vraiment violent. C'est vraiment violent, en fait, tu sais, pour les films de Kung Fu, c'est tout le temps violent, le monde se tape sa gueule. Mais dans ça, il y a vraiment une attention aux détails. Fait que, tu sais, quand il se fait puncher, il y a du sang qui splash ses murs ou à terre, tu sais, des sprays de sang qui revolent dans leur nez. Puis c'est ça, ils se battent dans une cuisine. Puis, tu sais, c'est super violent, là. Genre, Jimmy Wayne se fait stabber dans la cuisse avec un tesson de bouteille, genre. Puis, tu sais, il se fait stabber plusieurs fois. Je pense pas que le Kung Fu est aussi acrobatique et impressionnant qu'il le serait dans un film de Jackie Chan, mettons. Mhm. C'est vraiment très crotté et le fun. Et j'ai un poster de The Man from Hong Kong, un original, je le regarde en ce moment, là, vous ne voyez pas à la maison, dans mon bureau, je l'ai depuis toujours, puis j'avais jamais vu le film, c'était jamais arrivé. Puis je suis vraiment content de pouvoir dire que dans le fond, c'est un fucking bon film de série B de Kung Fu australien. Tu sais, je te dirais que l'histoire laisse un peu à désirer dans la mesure où tu vois que c'est clairement une excuse pour faire des séquences de cascade. Tu sais, puis ça paraît. Il y a beaucoup de feu, là, tu sais. Je vois que Brian Trenchard Smith était très obsédé avec l'idée d'allumer les cascadeurs en feu. Ce qui est quand même hot, là. Tu sais, Ouais, ouais. surtout, tu sais, les cascades un peu boboches des années 70, où c'est littéralement, tu sais, c'est du gel, là, que tu mets sur ton linge, puis tout ça. Mhm. Puis tu le vois que c'est ça, tu sais, ils sont tous trempes, mais c'est quand même, tu sais, ils ont quand même l'air en danger. Fait que c'est hot. Puis c'est ça, puis il est sur Prime en plus. Fait que je pense il y a plusieurs films, plusieurs des gros films de Ozploitation là, de Brian Richard Smith qui sont sur Prime en ce moment. Donc si ça vous intéresse, c'est là, ça se trouve là. Je vais pas vous spoiler qu'est-ce qui arrive à la fin, mais la fin de ce film est tellement psychotique. Là, genre, tu sais, comme le monde, ils disent ah, Dirty Harry, c'est fasciste, c'est en train de dire que la police peut faire ce qu'ils veulent. Vous avez pas idée à quel point Dirty Harry, c'est de la petite bière soft comparé à ce qui arrive à la fin de Man from Hong Kong. Ben, J'ai jamais vu ça. Dans un film d'horreur, ça serait pas mal énervé. mais tu sais, ça, c'est une affaire que, tu sais, le genre de thriller d'action policier, une raison pourquoi ça a l'air fucking cool, c'est que, ultimement, les héros, y amènent violence pour vaincre l'ennemi, puis c'est vraiment Mhm. cool, satisfaisant, puis justement, ça l'amène cette vibe-là fasciste de est-ce que c'est cool quand la police a le droit de faire ce qu'elle veut pour arrêter le méchant? Mhm. Puis ça, il y a ça dans tous les films partout dans le monde. Mais dans les films d'action de Hong Kong, c'est x10 parce que l'action est encore plus sick. Ouais. Fait que t'es encore plus comme je parle souvent, dans l'année passée, c'est un film que j'ai beaucoup pensé en écoutant et écoutant, c'est Yes Madam. Puis comment que c'est quasiment aller à l'église puis louanger la brutalité policière à cause que c'est Michelle Yeoh puis Cynthia Rothrock qui commettent cette brutalité. Ouais, ben, c'est ça. Il y a vraiment un aspect de ça dans Man from Hong Kong où, tu sais, qu'il y en a un qui est comme un gars avec un suit plus vieux puis un plus jeune avec des gros cheveux puis une barbe qui part. Tu sais, il a l'air en fait un peu de Ron Jeremy. Puis eux autres sont un peu comme là, c'est fou là, Bing là, il est fou là, peut pas genre attention à ce qu'il fait, tu sais, il est en train de tout fucker notre enquête. Puis là, à toutes les fois qu'il y a des résultats en crissant le feu à quelque chose ou en genre kickant quelqu'un d'un gosse en bas d'une bâtisse, ils sont comme fucking nice man. Merci d'avoir fait ça, ça nous aide vraiment. Tu sais, là t'es comme hey, c'est quand même whack là. Tu sais, le gars il passe de l'opium genre puis
il se fait allumer en feu, puis genre 200 chars, ils passent dessus, ou whatever, genre. Tu sais, c'est ça, ce genre de violence morbide, genre qu'on voit plus souvent dans les films australiens de policiers. Les films australiens de policiers, c'est vraiment fucked up aussi parce que les méchants, c'est souvent genre des contestataires de gauche, là, tu sais, des communistes, là, puis la police sont genre non, crise de communistes sale, puis genre ils rentrent une grenade dans le cul, puis tout ça c'est à l'écran, genre. Ça, c'est comme un film italien. Puis, tu sais, même from Hong Kong, c'est une coche de moins que ça, mais juste une coche de moins. Puis, il y a vraiment des bons stunts, tout ça. Puis, ça m'a pas vraiment allumé tu sais, la flamme du Kung Fu dans mon cœur. Parce que j'ai juste peur qu'il y ait beaucoup de Kung Fu qui est pas assez. Tu sais, des divans orange brûlés, puis des gros chars bruns lettres, puis des soutes en forterelle, puis des shit. Tu le vois, tu sais, c'est ça. C'est un peu low budget, là, tu sais. Il y a des on voit un peu les fils qui dépassent de temps en temps, mais parce que je trouvais ça très satisfaisant. Puis, moi, n'importe quel film où le monde a vraiment l'air de mettre leur vie en danger pour faire de quoi de niaiseux. Le contraire du Revenant, là, tu sais. Le Revenant, c'est comme, ça se prend très au sérieux. J'aime ça, moi aussi, mais tu sais, c'est correct, c'est normal et attendu et même un peu quétaine de mettre ta vie en danger pour un film qui se prend autant au sérieux. Mais pour un film qui est genre, ha ha ha, il y a du gros funk, puis je saute par-dessus des clôtures, de mettre ta vie en danger, c'est vraiment, c'est admirablement stupide. Ça me fait penser, j'ai vu le film Twins Mission, qui est un film d'arts martiaux, d'aventure qui est tout de même très très mauvais, qui met en vedette, qui est le troisième de la trilogie qui met en vedette Charlie Ni et Gillian Choi, qui est comme un duo de canto pop qui s'appelle The Twins. Puis en fait, trois films, dont deux j'ai parlé au voyeur de vue, je crois. Ouais. Mais le Au troisième moins un, je me souviens. Là, ouais. est vraiment terrible. Mais il y a une scène dans le film où il y a comme un wagon de train qui explose, où il y a quelque chose qui explose. Puis tu vois dans le générique qu'un des membres du crew a été vraiment comme gravement blessé là-dedans. Puis là, c'est comme. Cet homme-là a été gravement blessé dans un truc explosif pour une hostie de boîte. Ouais. Je pense que j'ai peut-être donné une demi-étoile de plus à cause de ça, par respect. Je suis sûr que cette personne-là va être contente de le savoir, là, mais. Mais tu sais, c'est arrivé comme. C'est arrivé quand même récemment, même, qu'il y a des cascadeurs meurent, genre, sur le plateau, tu sais, pendant le tournage de film. Maintenant, c'est toujours des films de merde, ce qui enlève en rien la tragédie de ce qu'ils font. Mm-hmm. Mais aussi, souvent, la personne qui meurt, pas le double de Vin Diesel qui saute à travers une fenêtre, c'est tout le temps comme, tu sais, un des 8 dudes qui conduit un tout petit hélicoptère pour aller dropper des bombes qui vont faire sauter, sans vouloir être insensible à la mort de ces gens. C'est terrible qu'ils soient morts en travaillant. C'est pas la même qualité que quelqu'un qui se crisse à travers une vitre, semblerait-il, juste parce que c'est ça qui est nécessaire. Puis le personnage principal de Man from Hong Kong, ça fait beaucoup maganer, bien plus que la majorité des protagonistes de films d'action en général. Tu sais, comme mettons, c'est quelque chose qui revient avec Die Hard, par exemple. Tu sais, il est quand même magané à la fin de ça, Bruce Willis, il a tous les pieds pleins de vitres. Mais Jimmy Wang Yu, il est comme dans le coma 2 fois dans Man from Hong Kong. Tu sais, comme, ça n'a aucun style de rapport. En tout cas, je le recommande à tous, c'est sur Prime. C'est sûr que c'est du bon temps. Ben regarde, moi je vais continuer aussi avec une production de Golden Harvest qui est largement filmée en Australie. Oh. Je vais y aller avec Jackie Chan's First Strike, qui est un film que j'ai acheté sur iTunes parce qu'il était pas cher cette semaine-là et j'étais un peu pompette alors que je revenais de mon cousin Sylvain après avoir vu le Snyder Cut. Et là, j'étais pompette, puis j'étais comme un peu survolté d'énergie de je viens d'écouter comme une grosse affaire. Je veux pas me partir à un autre film, mais j'ai besoin d'écouter quelque chose. Et là, j'ai vu que ce film de Jackie Chan-là était comme 8$ sur iTunes. Alors, je me suis dit, tiens, j'y vais. Un Jackie de fin 80, en fait, début 90. Je ne peux pas me tromper. Fait que j'ai pris, c'est ça, Jackie Chan's First Strike, qui est sorti en 1992, qui est réalisé par Stanley Tong. En Chine, c'est officiellement Police Story 4. Qui est bien sûr la grande série de Jackie Chan qui a réalisé les 2 premiers films, je crois, du moins le premier, qui sont des classiques, qui sont sur la plateforme de Criterion et dans le Criterion Collection. Et je vous encourage à visionner à tout le moins
Police Story 1, c'est un classique de l'action, c'est merveilleux, c'est de toute beauté, c'est tout ce que Jackie Chan sait faire à son paroxysme. Dans Police Story 4, dans First Strike, on suit son personnage de Police Story, quoi, qui est de moins en moins le peu que ce personnage-là existait. Il est essentiellement Jackie Chan qui est maintenant dans un film de James Bond. J'ai déjà parlé... Jackie Chan, il crée pas nécessairement des grands personnages, il crée des nouveaux suits dans lesquels il peut se promener dans des genres cinématographiques différents et y amener son propre showmanship. Fait que, puis pour ce film-là, il enlève son costume de Police Story, puis là, il met un costume de James Bond essentiellement. Même que, tu sais, c'est dit plusieurs fois durant le film comme « Hey, on dirait une affaire de James Bond. » Il se donne un gadget, il est comme « Hey, comme James Bond. » Fait que ça commence genre en Ukraine où ce qui doit suivre une dame qui a un contact pour retrouver une arme nucléaire. Fait que là, Jackie suit cette dame-là en filature. Il trouve un agent double. L'agent double, finalement, s'avère à travailler pour le KGB. Ils vont à la poursuite de ce gars-là en Australie. C'est vraiment comme... c'est un film que, tu sais, la version que j'ai vue, elle dure, genre, je pense, 92 minutes. Non, celle que j'ai est 92, mais l'original est 106 minutes. Fait que c'est ça qui arrive souvent avec les films des années 90 de Jackie Chan. Ils sont sortis en Amérique du Nord, ils sont choppés en masse puis ils ont un dubbing dégueulasse. C'est le cas de ça. Fait que tu peux suivre l'histoire pareil, mais il n'y a rien vraiment de prenant dans tout ça. C'est Jackie qui se promène à travers justement des différents set-pieces, moments et images de James Bondesque, excepté l'aspect de séduire des dames. Fait que sinon, il y a du cabotinage en masse. Il va en Australie à un moment donné. Il y a une belle dame qu'il doit un peu aider et protéger, mais ça reste très, très chaste. Il y a une scène où il se retrouve tout nu malgré lui et il se cache de sa nudité, puis c'est supposé être un moment humiliant, mais tu vois aussi qu'il est vraiment fucking ripped. Et je pense que j'ai vu ce film-là. Ça sort-tu un nom différent? C'est Jackie Chan's First Strike en Amérique du Nord. Mais ça a peut-être un autre nom. Je dirais dans les autres Jackie Chan que j'ai vus de cette période-là, c'est pas aussi le fun. Ça se perd un peu trop. Ça prend du temps avant que le film donne vraiment comme des grosses scènes d'action où ce que Jackie a de l'air vraiment en danger. C'est une couple de fois, il se pitch dans l'eau froide, puis il y a des affaires en montagne qui sont plus typiquement Bond, mais qui sont tout de même qui sont cool, mais sans plus. Le film te fait attendre pour qu'il y ait vraiment plus du combat où ce qu'à un moment donné, il se bat contre un géant dans une chambre d'hôtel, puis là, il faut qu'il sorte de l'hôtel, puis il fait un petit peu de parcours pour s'en sauver. Ça, c'est très cool. Il y a aussi un combat où il se bat contre 6 dudes avec une seule échelle pour se défendre, et ça, c'est très, très cool. Je l'ai vu, ce film. Et bien sûr, vers la fin, le tout se joue dans un aquarium. Alors, Jackie doit se battre sous l'eau pendant qu'il y a des requins. C'est pas capoté, mais le fait que tu sais que Jackie est là avec un requin qui passe en haut de lui, c'est tout de même quelque chose. Ouais. Alors, ce que je dirais, c'est que c'est bien, mais si vous créez une liste de films de Jackie Chan à voir, vous pouvez le descendre plus bas dans la liste, mettons. C'est tout simplement correct. Puis je te dirais que c'est quasiment juste ça que j'ai à dire. Tu sais, il n'y a pas beaucoup du charme, le fun de Jackie Chan non plus, que justement, vu qu'il est très chaste, tu sais, comme acteur, ça serait drôle de le voir dans des scénarios James Bond-esque de séduction où il veut pas être séduit par une madame ou des affaires comme ça, tu sais, un peu plus de comédie qui sait bien faire. Puis il n'y a pas beaucoup de ça non plus. Il s'enlève un peu de sa vulnérabilité, qui est le fun pour lui en tant que héros d'action. Mais c'est ça. J'ai trouvé sur iTunes vraiment pas cher. Mais encore là, plus dans le milieu de la liste, milieu bas de la liste pour les complétistes de Jackie Chan. Vous pouvez acheter un livre, puis là, c'est comme, tu sais, tel acteur, George Peppard. Voici toutes les affaires que George Peppard a faites, avec, tu sais, un petit résumé du film, puis, tu sais, de l'information dessus. Alex, est-ce qu'on parle d'un autre film cette semaine, ou on passe à notre feature? Ben moi, je voulais brièvement toucher sur un film, une nouveauté qui est sortie cette semaine, que j'ai vraiment fucking beaucoup aimé. Et je ne parle pas de Godzilla vs. Kong. Je ne vais pas parler de Godzilla vs. Kong. Ça va peut-être
être une chose dont on va parler éventuellement. Oui, ça se peut qu'on en parle la semaine prochaine un petit peu, mais en tout cas, ouais. C'est ça. Je voudrais bien sûr parler de Bad Trip. Le film mettant en vedette Eric Andre et Little Rel Howery, réalisé par Kitao Sakurai, qui est aussi un réalisateur de longue date du Eric Andre Show. Donc, Eric Andre, si vous ne le connaissez pas, c'est un humoriste. C'est un humoriste qui se demande pourquoi on dirait quelque chose d'aussi controversé, mais comment on peut être aussi brave aussi. Exact. Si je connais bien mes gifs. Exact. C'est un humoriste américain qui a eu... Ça fait longtemps, le Eric Andre Show, il y a comme 7 saisons, genre. Ouais, il roule sa bosse depuis un bout, là. C'est très anarchique, mais je te dirais que c'est aussi comme dadaïste, là, tu sais. Ça reprend le flambeau, mettons, de ce que Tom Green faisait il y a 20 ans, mais de façon, je pense, un peu plus... Tu sais, c'est plus conceptuel, puis c'est moins genre... Tu sais, souvent, la joke de Tom Green, c'est genre, voici la queue du cheval, voici du sperme dans ma face, voici je saigne du cul, whatever, c'est des affaires de même. Eric Andre, c'est vulgaire comme ça. Comme c'est pas un 2 de pique, là, je pense qu'il vient d'un monde c'est plus conceptuel. Il y a tout le temps quelque chose derrière ce qu'il fait, même si c'est. Sans aller jusqu'à comparer, mettons, Eric Andre à Salvador Dali, mettons, te dirais que sur le palmarès de gens qui font des affaires juste pour choquer le monde, Eric Andre est peut-être plus proche de Salvador Dali que Tom Green. Mettons. Puis Bad Trip, c'est un film un film de prank, dans le fond, de caméra cachée. Fait que, comme un surprise, mais narratif. C'est pas du jamais vu, là, Bad Grandpa de Jackass, c'est ça. Les films de Borat sont essentiellement ça. C'est toutes les affaires de Sacha Baron Cohen. Ce qui est intéressant de Bad Trip, ce que j'ai trouvé excessivement bien fait, c'est que non seulement, tu sais, on intègre les hidden camera pranks à une narrative, mais la narrative est un peu méta-prank, dans le sens que je vais vous raconter rapidement l'histoire. Eric Andre joue un genre de loser qui s'appelle Chris, qui vit en Floride, qui a 2 jobs en fait. Il travaille dans un lave-auto, puis il travaille dans un magasin de smoothie, puis il est pogné là. Tu sais, son seul ami, c'est Little Rel, qui est un réparateur de cellulaire. Puis un jour, la fille sur qui il avait un kick au secondaire, vient dans son restaurant de smoothie. Puis là, il est comme, oh wow, je me souviens d'elle, j'étais tellement en amour avec elle. Puis elle donne sa carte, son business card, là, sa carte d'affaires. Puis elle dit, tu sais, j'ai une galerie d'art à New York. Tu sais, si jamais t'es à New York, tu viendras me voir. Fait que lui, il est comme, wow, elle veut que j'aille le voir. Tu sais, fait que Lil Rel, viens, on va aller faire un road trip à New York. Fait que tu sais, c'est le genre de narratif qu'on a déjà vu dans des comédies pour ados puis des merdes avant, là, tu sais. Puis là, c'est ça, ils prennent le char de la sœur de Lil Rel, qui est jouée par Tiffany Haddish, qui, elle, est en prison. Mais là, elle se sauve de prison et elle cherche son char et donc elle découvre que son frère l'a volé. Donc elle part à la pourchasse des 2 dudes. Mais ce qui est intéressant, l'histoire c'est vraiment pas le gros chiard. Là. C'est relativement inutile comme histoire. C'est que le film traite tous les clichés d'une comédie romantique ou une comédie de road trip comme ça dans le vrai monde. Fait que je vais vous donner un exemple. Il y a une scène où tout de suite après ce qu'il parle à la fille dans son magasin de smoothie, il se promène, tu sais, comme sur la place publique. Puis là, il est comme, tu sais, il y a de la musique, là, puis là, il est comme, je suis content, tu sais. Puis là, il fait, hey, old timer. Là, il parle à un vieux monsieur, tu sais, comme dans une comédie romantique. Hey, j'ai rencontré la fille que j'aime. Qu'est-ce que je devrais lui dire? Sauf que ce bonhomme-là, c'est juste un dude. C'est juste un bonhomme qui est dans la rue, qui sait pas qu'il est dans un film. Puis tout est basé comme ça. Fait qu'à un moment donné, il y a une scène de comédie musicale qui part dans un centre d'achat avec des feux d'artifice puis des shit. Puis Eric Andre qui fait des backflips puis des danseurs. Puis tout le monde qui est dans un centre d'achat savent pas qu'ils sont dans un film. Fait que cette affaire-là part dans leur face. T'sais. Fait que je pense que la nuance... c'est vraiment... La façon que c'est fait, c'est vraiment, vraiment invisible. T'sais, tu vois pas... Il y a plein d'affaires que je comprends pas comment ils ont fait, en fait. Mais ce que je trouve qui est vraiment intéressant aussi, c'est que ce ne sont pas des pranks dans le sens des gags juste pour rire. T'sais, les gags juste pour rire, c'est tout le temps voici une affaire absurde, crie, fais le saut, sois dégoûté. On filme ta réaction money shot, là. Puis, exact. Puis le money shot, c'est tout le temps la réaction. Mais dans Bad Trip, oui, il y en a de ça aussi, inévitablement. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui sont comme que leur réaction de essayer de computer le fait qu'une situation issue purement de la fiction est en train de se passer devant eux.
sais, puis mettons, Borat va faire ça, ou Sacha Baron Cohen va faire ça pour piéger un peu du monde privilégié, des racistes, du monde cadre. Hein. Là, c'est vraiment juste de montrer du monde normal qui sont comme. Qu'est-ce qui arrive si une scène de comédie musicale pop dans ta face? Tu sais, qu'est-ce qui arrive si il y a un car crash qui se passe devant ta face et les deux dos dans le char se mettent à se chicaner à propos d'une fille en sortant du char plutôt que de demander de l'aide, tu sais. Fait que, toutes ces affaires-là, tu sais, oui, tu sais, il y a un certain élément, évidemment, quand tu fais des pranks de même, de cringe, là, tu sais, comme tu te sens mal pour le monde, là, le contraire du... Bon, c'est bon, le contraire du Schadenfreude, dans le fond, tu ris parce que eux, ils rient pas. Mais c'est plus complexe que ça. Ce qu'ils vont chercher chez les gens, tout ça, c'est beaucoup plus complexe, puis j'ai vraiment trouvé ça, fucking drôle. Puis la façon que c'est construit, c'est vraiment parfait. Je peux pas vraiment imaginer comment ils ont fait ça, puis j'ai vraiment trouvé ça impressionnant, en plus d'être vraiment, vraiment drôle. Tu sais, il y a une joke, un setup où Eric Andre se ramasse dans l'enclos d'un gorille, puis le gorille fait ce qu'un gorille fait à un dude dans un film de 2002, là, genre. Ok, ouais. T'sais. Fait que, tu sais, il arrive ces affaires-là, puis ça, c'est pas vraiment drôle, tu sais. Se faire prendre dans le cul par un gorille, c'était pas drôle en 2001, c'était pas drôle en 2008. Ça, c'est pas vraiment à la base drôle. Mais la façon que c'est traité dans le film, c'est juste un peu off. Ça a pas l'air vrai. Fait que le monde, ils sont pas en terreur absolue. Ils sont juste genre, pourquoi ça se passe? Qu'est-ce qui se passe, tabarnak? Tu sais, puis c'est intéressant que personne n'a vraiment l'air de penser ils sont filmés. Tu sais, ils pensent pas que c'est un gag juste pour rire. Mais il y a tout le temps, le monde sont tout un petit peu off de qu'est-ce qui se passe vraiment. Ils sont un peu comme... Puis ça rend ça vraiment plus drôle puis plus riche, tu sais. C'est semi-réaliste puis ça l'est vraiment pas en même temps. Fait que vraiment impressionnant, c'est sur Netflix depuis vendredi passé, Bad Trip. Je pense pas que tout le monde sur la Terre va aimer ça, mais moi j'ai vraiment trouvé ça fucking drôle. Et c'est aussi comme pas juste niaiseux, tu sais, c'est impressionnant juste d'un point de vue technique comment ils peuvent faire certaines des choses qu'ils réussissent à faire. Très cool. Moi, avant qu'on passe à notre film de la semaine, je vais y aller avec une mini-série qui est disponible sur Amazon Prime. Qui est sorti il y a à peu près un mois. C'est It's a Sin, qui est une série britannique qui est sortie sur Channel 4 en Angleterre cette année. C'est réalisé par Peter Hoare, mais c'est écrit par un de mes writers de télévision préférés, Russell T Davies, qui est entré dans ma vie grâce à son reboot de Doctor Who en 2005. Mais l'affaire qui est intéressante avec Russell T Davies, c'est que c'est un writer de télévision qui est vraiment bon, puis qui est tout de même aussi très, très audacieux, mais qui a le désir aussi d'être populiste. Que lui, il veut faire des shows comme, mettons, Coronation Street, les gros soaps britanniques qui existent, que tout le monde écoute, comme les District 31 british, dans le fond. Russell T Davies, lui, il veut créer ça, mais à travers sa carrière, ce qu'il a décidé de faire, c'est de créer l'équivalent de ça, mais pour son expérience, lui, d'homme gay. Fait qu'il est surtout connu pour avoir écrit Queer as Folk, qui est devenu un show qui a runné aux États-Unis vraiment longtemps. Il a fait une mini-série qui s'appelle The Second Coming, qui est un genre de téléfilm en 2 parties sur le retour de Jésus sur Terre maintenant, aussi qui est très bon avec Christopher Eccleston. Il a ramené Doctor Who à TV, puis là, Doctor Who, c'est comme un stretch de 10 ans où ce qu'il a fait de la science-fiction pas mal. Puis quand il a fait Doctor Who, il en a fait la plus grosse émission en Angleterre. Il a vraiment fait la version populiste, écoutable par tout le monde. Puis aussitôt qu'il a terminé ça, il est straight retourné sur écrire de la fiction d'expérience d'hommes gays. Puis là, It's a Sin, c'est une nouvelle partie de ça, mais c'était un show qui disait qu'il n'était pas capable d'écrire avant, puis qu'il a fallu qu'il attende parce que ça se passe de 1981 à 1991 sur la vie des jeunes hommes qui déménagent à Londres en 1981 pour être loin de leur famille, saisir leurs rêves, sortir du garde-robe, s'amuser, boire, forniquer, devenir adulte, mais à l'ombre de tout ça, il y a l'arrivée du sida.
puis comment que c'était comme une notion comme peu connue à cette époque-ci, puis comment ça rentre lentement dans leur vie. Fait que tu suis comme 3-4 personnages qui finissent par vivre dans le même appartement ensemble, puis tu sais, t'as un gars qui s'appelle il y a Richie qui est un acteur que lui il est vraiment comme out, mais qui est aussi le genre qui révèle une couple d'épisodes plus tard qu'il a tout de même voté pour Margaret Thatcher, là, ce genre de dude-là flamboyant, mais comme pourquoi t'as voté pour Thatcher? T'as un gars qui travaille dans un magasin de tailleurs qui est vraiment un nerd pas mal plus pieux qui est en train de lentement découvrir sa sexualité ou ce qui sent plus à l'aise de la découvrir maintenant qu'il est plus chez ses parents. T'as un gars qui s'appelle Roscoe, que lui, qui est noir, qui vient de sa famille qui est récemment immigré d'Afrique, puis que là, eux autres, comme être gay dans cette maison-là, ça l'arrive juste pas, faut que tu crisses ton camp, sinon ils te ramènent en Afrique, puis c'est pas le fun. En fait, il le ramène c'est d'origine nigérienne, si je ne m'abuse. L'Afrique est un continent. Le pays, c'est le Niger. Fait que tu as toutes ces situations-là, ces différentes personnes-là, comment ils deal justement avec l'arrivée du sida dans leur vie et comment que certains font vraiment attention et ça les change et d'autres s'en crissent et décident de vivre leur vie pleinement. Puis ce qui est vraiment cool, puis c'est là pour moi que le génie de Russell Davies ou ce qui le rend intéressant comme auteur, c'est que il refuse d'écrire un genre de show où ce que les personnages sont nobles et pieux puis qui ont quelque chose de plus grand que nature parce que ces gens-là sont morts du sida par la suite. Il y a beaucoup de... Je sais que je suis en train de mourir de ça, mais Chris, que j'ai eu du fun pareil à vivre ma jeune vingtaine à cette époque-là. Il y a aussi tout l'aspect que maintenant, à notre époque, de voir comment que le système de santé n'était pas équipé pour dealer avec ça, puis de comment que tout le monde ignore c'est quoi la véritable nature du virus puis du VIH, toutes ces affaires-là, que là, ça a un écho à nos vies maintenant que, quand lui l'a écrit, il savait zéro, là, puis ils ont filmé de tourner ça avant le COVID. Fait que là, il y a tout ce film-là, cette série-là a plein de... Il y a 5 épisodes, et il y a plein de... 5 épisodes de 2 heures, British style? Non, c'est des épisodes d'1 heure. C'est des épisodes d'1 heure. Et, ça refuse puis de rendre ces personnages-là trop nobles ou trop des anges à cause de ce qu'ils vivent. Puis tu vois, comme c'est sûr que là, c'est un genre d'expérience parce que c'est tout c'est pas tous les personnages qui sont blancs, mais c'est particulièrement comme lui, quand il était jeune, quand il avait 20 ans dans les années 80, fait que là, tu sais, t'as pas, mettons, c'est beaucoup dans le milieu gay, mais t'as pas vraiment, mettons, l'expérience, le point de vue, mettons, lesbienne de cette époque-là ou quelqu'un de trans de cette époque-là, comment il vivait ça. C'est plus son point de vue à lui, mais c'est tout de même riche de cette façon-là, tu sais. Ce sera pas surprenant qu'un truc... Un motif visuel de la série, éventuellement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent dans des couloirs d'hôpitaux puis qui vont dans des chambres d'hôpital. Mais le show, il est un petit peu comme ça que tu te promènes dans un couloir puis tu vois dans les chambres différents morceaux de vie des gens qui ont vécu comme ça. Le show, il est vraiment riche de cette façon-là. Tu as beaucoup de codes et de non-dits de l'époque. C'est comme, il est où Andrew? Il est retourné vivre chez ses parents, puis comment que retourner vivre chez ses parents, ça commence à vouloir dire il était malade, puis il est reparti mourir dans son patelin. Là. Fait que c'est vraiment bon, c'est très riche, c'est aussi parfois tout de même vraiment triste, mais c'est aussi drôle, puis rempli de célébrations. Et le fait que ça manipule tous ces tons-là en même temps, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Puis il y a aussi, il y a un certain trip de reconstitution d'époque aussi qui est plaisant. Alors, c'est ça, It's a Sin, c'est 5 épisodes et c'est sur Amazon Prime et je le recommande fortement. Ouais, je vais le regarder. Je te recommanderais peut-être soit d'écouter comme... Tu pourrais écouter, mettons, 1, 2, 3 back-to-back, puis tu te gardes 4 et 5 pour plus tard, mais pas les écouter toutes les 5 parce que ça serait un petit peu rough. Là. Ben, tu sais, c'est bizarre à dire, là, parce que je t'avais de dire en enfer. Mais j'aime les émissions sur le sida. Tu sais, dans le sens que la 3e saison, la dernière saison de Deuce, là, de David Simon,
Et beaucoup à propos de ça, vu que ça se passe dans le milieu du travail du sexe puis de la porn à New York des années 80. Mais aussi The Normal Heart, un téléfilm de HBO là, avec Matt Bomer, Jim Parsons, il y a du Taylor Kitsch, il me semble Julia Roberts c'est dedans aussi. Puis aussi 120 battements par minute, le film français. C'est des affaires, je trouve ça vraiment comme intéressant. C'est comme je trouve ça un peu weird de dire que j'aime ça parce que c'est comme dire je tire du plaisir à regarder une génération d'hommes gays mourir. Là. C'est pas ça que je veux dire. Là. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en partie, comme tu dis, ça bouge vite, ça change vite. Le monde on peu de repères. Fait les gens savaient pas vraiment qu'est-ce qui se passait pendant des années et des années. Fait que c'est très, comme... je trouve ça super intéressant. Je voudrais... Moi, je savais pas que c'était sorti déjà. Je sais que c'était sorti en Angleterre, mais j'avais pas su encore que c'était... Puis il y a Neil Patrick Harris dedans, si je ne m'abuse. Oui, oui, il est dans les premiers épisodes, puis justement, il joue... il travaille au même magasin, sur Savile Row, là, un magasin, une mercerie où il taille des vêtements pour hommes. Puis il est comme le gars qui apprend à Colin, qui vient juste de déménager, comme il dit comme regarde, je sais que t'es gay, faut que tu trouves des amis gays parce que tu veux pas être tout seul dans la ville de même. Puis, il apprend un peu comment. Il est comme un plus vieux gay qui apprend à un jeune comme un peu c'est quoi la vie. Un sensei, puis il est vraiment cool dans ce rôle-là. Puis, pour revenir à notre thématique de Kung Fu. Oui, exactement. Faut qu'on reste. Les voyeurs de vue, là, ça respecte les thèmes. C'est ça. L'affaire aussi, pourquoi moi j'ai trouvé ça intéressant, c'est que Russell T. Davies, dont j'ai pas mal suivi la carrière. D'ailleurs, sa version de Queer as Folk, l'original qui est écrit, est aussi sur Prime, dont j'ai pas vu tous les épisodes, mais je l'ai vu une bonne partie. Dans le temps, je les ai loués en vidéocassette au Vidéotron du Mont-Royal en 2005. Qui est maintenant un Renaissance. Oui, qui est maintenant un Renaissance. Puis, tu sais, dans Queer as Folks, il parlait pas de sida, genre. Puis lui-même, il disait comme, ben moi, je veux pas que la communauté gay dans la fiction soit tout le temps liée à ça. Fait qu'il a comme attendu quasiment comme 30 ans dans sa carrière pour finalement parler de ça. Puis là, il en parle là-dedans et c'est vraiment... c'est comme, je trouve, le meilleur que tu peux espérer en sens de capsule de temps stylisée peut être ludique dans le sens que, hey, c'est le fun, mais aussi ça me fait vivre une montagne russe d'émotions. Excellent. Ben, on va prendre un petit break pour que je puisse évacuer les vannes et on va aller à notre film de la semaine qui était, bien sûr, Gigli. Gigli. Go down to Marie Callender's. Get me a big bowl. Pie, some ice cream on it. Good. Put some on your head. Your tongue would slap your brains out trying to get to it. Interested? Sure. Alex, avant qu'on parle de Gigli, que je refuse de bien prononcer à chaque fois parce que la véritable prononciation glisse sur mon cerveau à chaque fois. Je veux parler de quelque chose que je veux pas qu'il glisse de mon cerveau. C'est que si les gens aiment les voyeurs de vue et veulent nous aider à être plus vus, plus connus, ils peuvent aller nous écrire une review sur Apple Podcast et nous donner 5 étoiles. Et s'ils le font, on va lire leur review à l'antenne et on les invite aussi à aller liker notre chaîne sur YouTube où on met les reviews. J'ai pris du retard à mettre les critiques, à mettre les épisodes sur YouTube, mais je vais recommencer cette semaine. C'est une autre place où vous pouvez trouver les voyeurs de vue. Et si vous allez vous inscrire, vous rendez l'émission plus visible et ça nous aide à atteindre des nouveaux sommets et idéalement à recevoir plein de merch et de commandites de films afin de pouvoir acheter notre opinion. Alex enfile une casquette direct devant moi d'un film qui sort bientôt. Je ne peux pas le nommer. Alex ne peut pas être corrompu en tant que critique de cinéma, mais moi, je suis peut-être plus achetable. Alors, si je veux avoir si on veut que les voyeurs de vue se fassent envoyer du swag pour être acheté, on doit être plus connu. Alors, aidez-nous dans notre chemin vers la swag. Hein? Moi, je leur dis, envoyez-moi pas du swag, je ne peux pas être acheté, puis ils s'essayent pareil. J'ai du swag, c'est ça que je fasse. Ah, tu vois, moi, je suis trop
désespéré, envoyez-moi du swag. Puis là, de quel j'ai l'air en ce moment? Quelqu'un qui a zéro swag de film. Pas de peluche de Godzilla versus Kong. Pas Non, de effectivement. miroir de Freaky. Ah, j'ai reçu des cochonneries de Nomadland aussi, mais j'ai même pas encore vu le film, en tout cas. Mais Donc, on a vu un film cependant. oui, On va c'est parler d'un vrai. film qu'on a vu. Puis on a Oui. vu Healy de Martin Brest. C'est Ben Affleck qui, après Justice League, nous amène ici à Gigli, qui est un film qui est sorti en 2003, écrit et réalisé par Martin Brest. C'est le dernier film qu'il a fait à date. Certains connaissent Martin Brest pour Scent of a Woman. Mhm. D'autres le connaissent à cause de Beverly Hills Cop. D'autres Effectivement. se rappellent de lui avec beaucoup de chaleur grâce à Midnight Run, qui est un autre film, qui est un film de duo, un body cop movie. Ouais, faudra faire Midnight Run un jour, ça c'est bon en esti. Ouais, On en a déjà ouais. parlé, c'est plus qu'on en a déjà parlé. On, Tu l'as-tu regardé depuis Les Voyeurs de Vue? pas depuis. Si je l'ai réécouté, ça devait être au début, mais tu sais, je l'ai vu dans les 3 dernières années, me semble, là, mais ça fait 2 ans qu'on fait à peu près l'émission. Ouais. Mais tu sais, je parle. À chaque mois et demi, je parle à quel point que j'aime les films de duo, dont justement, le genre Midnight Run est un exemple de ça. Fait que Mhm. Martin Brest, il a fait ce film-là et il a mis. Il a fait Gilly, qui est un genre. Qui est une comédie romantique, mais aussi un genre de drame policier qui met en Mhm. vedette notre bon Ben Affleck, Big Ben, le patron saint des voyeurs de vue, et Jennifer Lopez. C'est d'ailleurs sur ce film qu'ils sont tombés en amour ou même en rut et qu'ils sont devenus l'objet des tabloïds en 2003 sous le nom de Ben Mhm. Effer. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça te demander, Alex, t'étais où en 2003? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu vivais alors que Gilly était propulsé dans le monde qui nous entourait? Ben, j'étais en secondaire 5. Fait que pour certains à la maison, c'était un moment très excitant. Pour moi, c'était comme le jour où M. Bison est venu à ton village, juste une autre journée. Euh, non, ben tu sais, j'ai regardé énormément de films, mais j'ai pas vu Gilly quand c'est sorti parce que tu sais, c'est quelque chose qui revient. Tu sais, moi, entre 2001 et 2003, mettons, c'était comme la naissance de ma cinéphilie qui a fait qu'éventuellement je suis devenu critique de cinéma. J'avais tendance à croire les gens quand ils disent qu'un film est mauvais, donc si un film était censé être mauvais, je ne m'y approchais pas. Après ça, par la suite, je suis devenu un peu plus, tu sais, comme je regarde un film parce que ça a l'air mauvais, mais à cette époque-là, je le faisais pas du tout. Fait que j'ai jamais vu Gilly, tu sais, puis, tu sais, la chose qui est peut-être étrange de le regarder maintenant, c'est plus de me rappeler de 2003, puis une époque où, ce que, mettons, on entendait vaguement parler de Gilly, puis on disait, ah, peut-être que ça va être bon, tu sais, qu'il y avait une anticipation, tu sais, puis quand c'est sorti, c'était de la merde, tout le monde, ben, c'était de la merde, ça a été super mal reçu, puis tu sais, il y a des jokes de ça, peut-être encore maintenant, j'imagine quand Ben Affleck va faire le Late Night, ils font peut-être encore des jokes de Gilly, tellement ça a marqué les esprits dans sa non-bonitude. C'est ça, je l'ai jamais vu, puis j'étais pas tant intéressé à le voir. Peut-être parce que, tu sais, je pense que c'est dur de surestimer ou sous-estimer à quel point Gilly était un punch en 2003, tu sais. Mhm. Puis à quel point, en fait, Ben Affleck était pas aimé à cette époque-là. Non, il était sur sa grosse run. Puis là, mais là, ça s'était envenimé un petit peu C'est pour là que ça a lui. commencé à chier, là, parce que là, il a fait, tu sais, Pearl Harbor. Ben, tu sais, Pearl Harbor, c'est un gros film, mais tu sais, 2003, tu sais, il y a aussi Paycheck de John Woo, tu sais. Ouais, ouais, Il y ouais. a Daredevil qui était comme pas vraiment aimé. Il y a. Qui est sorti à Saint-Valentin, je m'en souviens. exact. Avec, Mais c'est ça. avec son autre Jennifer qui devient sa femme. C'est là qu'il a rencontré comme les deux Jennifer de sa vie dans la même année. Grosse C'est année vrai, pour hein? Ben. Effectivement. Mais c'est ça. C'est, en fait, le triptyque de Paycheck, Gilly puis Daredevil a comme un peu scrappé l'affaire. Parce qu'avant ça, c'est The Sum of All Fears, c'est Changing Lanes, Pearl Harbor, tu sais. Sans dire que c'est des films dans lesquels Ben Affleck fait offre une grande performance. C'était des gros films populaires, populistes, tu sais, que
Puis Ben Affleck, déjà là, à l'époque, était un peu, vu qu'il était aimé des tabloïds, il était un peu un punchline aussi, tu sais. Il était comme beau et vide et sans intérêt. Mhm. Ce que je trouve quand même intéressant parce que maintenant, tu sais, jamais un dude aussi weird que Ben Affleck deviendrait la coqueluche des films d'action, là. Non, Tu sais. comment que Ben y est maintenant? Je vais prendre un petit détour, un petit détour de là. Un des films que j'ai revu cette semaine, c'est Batman Mask of the Phantasm, qui est, Mhm. comme le cliché des Nerdverse, c'est le meilleur film de Batman, c'est le film qui est animé, qui est basé sur la série animée. C'est encore le meilleur film de Batman, puis c'est pour un film d'animation, il est tout de même, c'est un film de Batman qui est vraiment teinté d'un regret adulte du passé. Et Mhm. écouter ça après Justice League me fait réaliser comme c'est ça que Ben Affleck aurait dû faire en tant que Batman à l'écran. Il aurait dû juste Mhm. refaire Batman Mask of the Phantasm parce que c'est essentiellement un film de gangster comme Warner Brothers faisait dans le temps, comme il a fait avec Live by Night dans le fond. Mhm. Mais il n'y a aucun autre acteur qui a joué Batman qui pourrait incarner le genre de regret adulte comme Ouais. Ben Affleck le pourrait. Il y a personne, il y a pas beaucoup de monde à Hollywood qui a une grosse mâchoire parfaite comme Ben, mais qui peut émettre de la tristesse puis du regret comme Ben lui. justement, je pense que c'est ça qu'on aime, tu sais. Ma blonde, l'autre fois, me demandait, genre, tu sais, pourquoi vous aimez autant Ben Affleck? Je pense qu'on tu sais, on l'a révélé bit by bit à chaque épisode qu'on parle de Ben Affleck, mais moi, c'est vraiment, c'est qu'il représente une genre de masculinité élevée, mais médiocre. Tu sais, il y a tout ce qu'il pourrait possiblement avoir, puis il a quand même l'air triste, puis il se plante quand même. Ouais. Tu sais, fait que il y a personne qui est comme asti de tabarnak de genre je l'haïs, genre il se prend pour un autre puis il est meilleur que tu sais, il a tout puis toute la vie lui sourit. C'est pas ça qui est arrivé à Ben Affleck, tu sais. Oui, il y a eu plus la vie lui a plus sourié que à bien des gens, plus sourié, il a plus souri qu'à bien des gens, pardon. Mais toutes les fois qu'il s'est planté, on l'a vu publiquement. Oui, Puis oui. c'est comme un peu resté. Toutes les fois qu'il y a eu une grosse marde dans la vie de Ben Affleck, ça a affecté tous les films par après. T'sais. Il est un peu il reste marqué en tant qu'acteur par sa vie personnelle puis sa vie publique. Puis ça, je trouve ça fascinant. C'est quelque chose qui m'a marqué comme quand j'écoutais Gilly hier soir. Il y a des scènes où ce que Ben il est torse nu. Alors c'est ça, en écoutant Gilly, puis ma copine est rentrée dans la pièce, puis elle me demandait, en regardant les tatouages de Larry Gigli, sais-tu Parfait. ces vrais tatouages ou c'est ceux de Ben? Puis là, j'ai répondu, ben tu sais, c'est ça ce qu'on s'est mis à aimer. C'est comme ça le génie de Ben Affleck, c'est que c'est les deux en même temps. Puis c'est tout, tous ces genres de tatous là qui sont out there, qui sont là, Mhm. ça fait partie comme des choix de Ben Affleck, puis c'est ça qui va faire qu'on aime tellement son œuvre plus tard. Puis j'imagine que, tu sais, s'il y a une richesse à avoir avec Mhm. Gigli plutôt, c'est que on voit un des premiers pics duquel notre beau Ben va tomber. Parce que, autrement, en tant que film, j'ai trouvé ça, c'est un point d'interrogation constant. Pourquoi ça Ouais. dure 2 heures quand ça devrait durer 80 minutes? Pourquoi qu'on voit autant d'affaires, ça? Tu sais, c'est comme une grosse, tu sais, c'est une grosse masse que tu vois comme, il y a comme des morceaux de comédie romantique là-dedans, puis il y a une affaire de film, de duo amical, qui est comme des morceaux de Rain Man, puis là, il y a des petits morceaux comme de comédie policière Ouais, aussi ouais, en ouais. même temps, tu sais, avec Mais il y a du comme monde de un crime penchant, organisé. moi je trouve, au film, puis on y reviendra, mais comme quelque chose de vraiment décalé, absurde, quasiment plus comme du théâtre. Mais c'est tellement mal rendu, pis c'est tellement mal fait
que ça a juste l'air, tu sais, ça a l'air de quelque chose de poche. Moi, genre, je vais donner la chance au coureur dans la mesure où je pense qu'il y a une volonté dans certaines scènes de faire quelque chose d'aussi décalé que ça a l'air d'être. Mais ça fit tellement pas dans le film, c'est ça. Le film est comme... Il est tout pis il est rien en même temps. Ouais, c'est vraiment particulier. Regarde, puis là, des fois, parfois, c'est. On a commencé avec notre amour de Ben parce que c'est comme notre seul ancre avec une grosse chaîne, une grosse corde qu'on peut se retrouver à travers tout ça. Mais sinon, autrement, Mais moi, écoute, je peux essayer de le résumer cette semaine vu que t'as fait une grosse job avec Justice League Ouais. la semaine passée. Je peux peut-être essayer Vas-y. de résumer. J'ai dit, fait que Ben Affleck joue le titulaire Larry Gilly, qui est un genre de... Tu sais, un enforcer du crime organisé. Qui travaille en fait pour un dude qui s'appelle Louis, qui joue par Lenny Venito. Donc, Louis lui dit quoi faire et lui le fait. Quand le film commence avec Ben Affleck qui est en train de menacer un dude assis dans une sécheuse industrielle. Et il retourne voir Louis et il est très menaçant. Il fait un speech très floral sur qu'est-ce qu'il va lui faire et tout ça. Il retourne voir Louis, il y a juste une partie de l'argent. Donc déjà là, on a un indice que Gilly est un bum au cœur tendre. Un peu tendre, à Oui. Louis lui donne une job et la job, c'est d'aller kidnapper le jeune frère d'un... c'est quoi un prosecutor? Un federal prosecutor, tu sais, un avocat de la couronne. un avocat de la couronne. Faut kidnapper le jeune frère de cet avocat de la couronne pour mettre de la pression sur lui pour quelque chose qui s'en vient, un problème légal qui bénéficierait un acolyte de Louis si, mettons, ça cessait d'exister. Donc, le frère de cet homme, qui s'appelle Brian, est joué par Justin Bartha. Et handicapé, il a un handicap mental pas clair, essentiellement calqué sur Rain Man. Dans Rain Man, Dustin Hoffman était autiste, mais tu sais, on sait maintenant que c'est pas tout. Il y a plusieurs formes d'autisme. Fait que j'hésiterais à dire que Brian est autiste. Je dirais qu'il est. Tu sais, il y a parfois quelque chose qui s'apparente au syndrome de la Tourette, mais ce n'est pas exactement ça. Il est aussi... tu sais, c'est ça, il est un peu trop... il est un sac à symptômes. Puis de symptômes qui viennent du cinéma, tu sais, genre... Oui. Comme, tu sais, dans la vie, on croise des gens de tout acabit, et j'ai rencontré plein de gens qui sont de plein de façons. J'ai jamais vu personne qui est comme Brian. Parce que, tu sais, c'est juste comme un remarché de ce qu'on a vu au cinéma, là, tu sais, surtout avant Gilly, fait que, tu sais, on parle il y a au moins 20 ans, hein, sur, tu sais, les handicaps et ainsi de suite, là, fait que c'est... En tout cas, bref, il faut qu'il y ait le kidnappé dans l'institut où il habite, et il réussit à le convaincre de suivre parce que Brian veut aller au Baywatch. Il est obsédé par le concept de quelque chose qui s'appelle The Baywatch. Il veut aller au Baywatch. Ben Affleck, Gilly, ne sait pas c'est quoi, mais se dit, je vais utiliser ça pour le convaincre de venir avec moi. Le ramène à son appart, le plus triste appart beige de tous les temps, qui a juste comme un divan, une table. Y a-t-il une TV? Il y a une TV, il y a presque rien. Une TV, il y a un bench de gym. C'est très un appartement de cégep post-cégep, là, je te dirais. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, le ramène là et il est supposé attendre pour avoir plus d'instructions de Louis. Là, ça fait pas beaucoup de temps que Brian est chez Larry que Ricky arrive à la porte, jouée par Jennifer Lopez, qui se dit, elle, être aussi une travailleuse de leur industrie. Là. Ouais, ben, les autres, ils utilisent le mot contractor. Genre, fait.
et qu'elle a été engagée par Louis pour aider Gilly dans sa tâche parce que Louis ne pense pas que Gilly va être capable de faire la job. Fait qu'elle arrive, elle prend sa place dans l'appart. Gilly est très attiré par elle sexuellement parce que c'est un gros moron avec 2 émotions. Fait que genre, son émotion c'est je suis fâché après cet homme handicapé que j'ai kidnappé ou j'aimerais ça faire le sexe. Ouais, puis Jennifer Lopez qui des pantalons taille basse, l'abdomen et les abdos bien grands. Elle est vraiment habillée sexy pop star dans un film de 2003. Ce qu'elle Ouais. est. C'est quasiment comme voici Jennifer Lopez. Là. Ouais, puis elle fait rien, tu sais, il y a rien dans son personnage qui suggère vraiment qu'est-ce qui est sur la page. Tu sais, elle est vraiment, elle agit comme Jennifer Lopez qui doit venir, tu sais, comme si c'était une de ses sidelines, c'était de tuer du monde pour les, tu sais, il y a pas de différence entre Jennifer Lopez, mettons, puis le personnage de Ricky. Ouais, là, t'as je pas pense. l'impression qu'elle casse des jambes là, dans C'est sa ça. vie, là. Là, elle rentre là, puis là, elle supervise l'affaire. Fait que là, Ben Affleck, qui flirte avec elle, il apprend qu'elle est lesbienne. Il se passe la scène la plus fucking, genre, gênante de Ben Affleck qui essaye de convaincre Jennifer Lopez que le sexe ne se fait qu'avec des pénis parce que le pénis est une conception, un design de la nature parfait. Ouais, il Et elle qui va avec explique. du créationnisme un peu là, pour Ouais. essayer de séduire une dame, ce qui est tout un gamble pareil. Puis elle, pendant qu'elle fait pendant qu'elle fait ses étirements, lui explique que, en fait, c'est le vagin qui est le- l'organe génital supérieur. C'est la sœur jumelle de la bouche et que Oui. tous rêvent du vagin dans le fond. Dans un sérieux là, c'est dans ces films là que c'est dans ces moments-là que tu sais dans mon calepin c'est comme il décrit pourquoi. J'ai décrit pourquoi une couple de fois. J'ai écrit ce qui se passe dans la scène, après j'écris pourquoi parce que je comprends pas ce qui se passe. C'est Parce que, c'est ça, rendu là, le film Must il n'y a plus vraiment d'intrigue. C'est juste Ben Affleck, Jennifer Lopez, puis des fois Brian, dans un appart, qui se lance du dialogue, là, I'm the king of fucking cool. I'm Joe Cool. Tu sais, des gens, du dialogue vraiment cheap de merde, là. Puis là, Christopher Walken arrive dans une scène complètement Coco Banane qui est écrite comme du Beckett, là, genre, où il fait juste rentrer dans l'appart. Apparemment, il connaît déjà Gilly. Il fait un long speech sur avez-vous vu où est-ce que Brian est? Brian n'est pas là. J'aimerais ça aller m'acheter de la tarte au fort. Là! une Là, merveilleuse scène. Ah oui, l'ex de Jennifer Lopez, qui s'appelle Robin, arrive, commence à crier après tout le monde, s'ouvre les veines dans l'appart de Gilly, puis là, ils vont l'apporter, ouais, ils l'apportent à l'hôpital, puis là, à l'hôpital, c'est ça, juste avant ça, Louis a demandé à Gilly de couper le pouce de Brian pour l'envoyer En rançon. à son frère en rançon. Ni Gilly ni Ricky veulent le faire, fait que quand ils sont à l'hôpital, conveniently, pour aller dropper son ex qui s'est ouvert les veines dans l'appart, il décide de couper le pouce sur un cadavre dans la morgue en utilisant des charmes de Jennifer Lopez pour distraire le dude qui run la morgue. Mhm. Là, il envoie le pouce par la malle dans une scène vraiment ridicule. Et ils couchent ensemble. Là, c'est là qu'il y a ils réussissent à se... Ben... C'est tellement pas proche d'être de la séduction, de la façon que moi j'ai toujours compris la séduction, que je pourrais pas dire Ben Affleck convainc Jennifer Lopez de coucher avec, ou elle accepte, ou elle veut coucher. Tu sais, aucune de ces choses-là s'applique à cette scène. Encore là, c'est un gros pourquoi. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça? C'est ça. Je veux dire, d'accord, un genre d'affaire qui est semi une comédie romantique pour voir deux acteurs au sommet de leur hotness se séduire et se flirter puis frencher. Je suis comme, ah ouais, je comprends, c'est aussi ça le cinéma. Mais Ouais. là, tu regardes ça, c'est comme, pourquoi ça en train de se Avec passer? du dialogue, genre épouvantable, puis c'est comme...
C'est là que Jennifer Lopez, en demandant du sexe oral à Ben Affleck, dit It's turkey time. Puis là, il fait What? Puis là, elle dit Gobble gobble. Ouais, ouais. fait, fait que tu sais, ça c'était une ligne que je me souviens d'avoir entendue à l'époque. Et je te dirais que ce que j'ai trouvé étonnant de la voir dans le film, c'est que c'est pas traité comme si c'était une ligne aussi stupide ou que, tu sais, c'est vraiment, c'est juste présenté comme tout le reste du dialogue, de façon très nonchalante. Voici It's Turkey Time, gobble gobble. Mhm. Euh, Là, il faut qu'il aille voir le boss de Louis, qui est joué par Al Pacino, Starkman, Starkman, ben oui. dans une chambre d'hôtel, qui lui aussi fait un long speech beckettien où il parle de plein d'affaires qu'on sait pas c'est quoi, puis on comprend rien. Il tire Louis dans la tête, et là, ça coupe et ils sont plus avec Starkman. Ben, ouais, c'est ça, ils veulent les... Non, c'est ça, ils veulent les tuer, puis là, il dit, si tu nous tues, ben, tu sauras pas où est Brian, fait que genre, ça va chier tout ton plan si tu nous tues, fait que là, ils reviennent. Puis là, ils décident qu'ils vont libérer Brian et se laver les mains de cette affaire-là et se sauver pour pas être tué par les acolytes de Starkman. Et en conduisant sur la rue, ils découvrent que The Baywatch, cette chose que Brian aimait autant, est en fait le tournage de Baywatch. Parce que lui il dit le Baywatch, c'est pas l'émission à la TV, c'est comme la TV, mais en vrai. Ouais, c'est l'idéal de Baywatch. C'est les belles C'est dames ça. sur la plage. Ils sont là, ils sont en vrai, et ils font éternue mon pénis. Et quand mon pénis éternue, je dis à vos souhaits. Parce que là, tu cites le film, tu racontes pas ta vie personnelle, tu racontes pas ton intimité. Non, Là. c'est ça. Quand mon pénis éternue, je Ouais. ne dis pas à vos souhaits. Mais. Ce qui est une autre des. Gesundheit. C'est. Puis, on arrive justement à la fin du film où il- Larry Gilly décide d'appeler genre la police pour dire comme Hey, Brian est ici. Puis là, il laisse juste aller sur Ouais. la plage où Brian parle avec une belle dame en maillot australien. Ah oui, on a oublié ça. Mhm. Parce qu'il est obsédé par appeler la ligne de météo australienne parce que il aime le son de sa voix. Puis, écoute, il est d'une collection de quirks. Alors, qu'est-ce que ça fait d'en avoir un de plus sur le tas? Puis, c'est comme ça que le film se termine. Ils vont en Ouais. char ensemble, ils se sauvent, Brian est sur la plage, puis c'est ça que ce film qui... Il rappe. Ça se peut-tu que Brian rappe? Parce que Brian, quelques fois à travers le film, rappe une fois I like big butts and I Oui, cannot lie. parce que puis c'est très drôle qu'un gars handicapé rappe. blanc en plus. Un blanc en plus rappe. Puis il rappe à la fin du générique aussi, on l'entend. Car moi j'ai laissé tout le générique jouer parce que j'étais en stupeur devant la TV. Puis là, il y a ça à la fin, puis là c'est comme oh wow. Tu sais. Puis c'est ça, Julie, comme j'en ai vraiment parlé depuis le début qu'on en parle, j'ai trouvé ça absolument terrible. Mais puis c'est à chaque fois. Puis une affaire que. Puis il y a plein d'affaires comme qui sont répréhensibles face à Julie. Euh, Premièrement, il y a tout l'aspect de Justin Barta dans le rôle de Brian, qui est un acteur qui joue une personne handicapée et mais qui est justement une poignée de symptômes et chaque scène de lui est juste malaisante à regarder et je parle pas du genre de d'inconfort que des fois on a certains peuvent avoir dans la vie face à une personne handicapée. Il y a des gens qui deal moins bien parce qu'ils n'ont pas été exposés beaucoup à voir des gens comme ça qui sont différents comme ça. Tu sais. C'est pas ce genre de malaise-là qu'on ressent quand Justin Barta joue parce qu'il est Non, client effectivement. invité. On est comme, wesh, qu'est-ce qu'il est en train de faire de jouer? On dirait que on dirait que c'est un genre de blackface qu'il fait. Ouais, c'est absolument ça, là. Genre, c'est absolument. Tu sais. Ouais, je sais pas. Tu sais, c'est sûr que. Il y a un mouvement depuis des années de tu sais, laisser les gens qui sont d'une telle façon se jouer à l'écran. Puis je peux comprendre tu sais, dans un film comme Gilly, avec l'importance de ce rôle-là, comment tu sais, ça peut être pas évident. Ayant été sur un plateau moi-même récemment, je suis comme c'est fucking long là, tu sais, genre il y a pas tout le monde
sais, qui peut nécessairement... bref, je sais pas. En même temps, je dis ça, puis tu sais, comme, si on l'essaye pas, on va jamais le savoir, fait que genre, puis personne n'a jamais essayé, fait que... Ben même, il y a Peanut Butter Falcon, hein, un film avec Shia LaBeouf qui est maintenant cancellé, mais qui est sorti il y a comme 1 an ou 2 ans. Puis l'acteur principal dans ça, c'est un dude avec, avec la trisomie, là, genre Down syndrome. Puis c'est l'acteur principal du film, puis c'est fine, puis c'est jamais gênant comme Esti, comme Justin Barthol l'est dans Gilly, là. Des fois, il est filmé vraiment longtemps comme tout seul Mhm. dans le shot, juste une réaction alors qu'il fait ses pitreries. Ouais. Puis ça, on aurait dit que c'était comme si Martin Brest était comme « Ah, il est en feu. » C'est juste sur lui, ce shot-là. Puis c'est tout le temps Ah. extrêmement gênant et Ah ouais, mauvais que je suis comme c'est terrible. Oh. Je me retourne sur moi-même durant ces scènes. C'est absolument terrible. Puis, tu sais, je veux dire, c'est-tu la faute à Justin Bartha? Oui puis non. Ouais. En même temps, tu te fais dire hey, tu vas être dans un film de Martin Brest qui est un genre de body movie. T'es comme ah, ok, cool. Ouais. Je pense que c'est Ouais. son premier film en plus à Justin Bartha. Fait que tu sais, ah non, c'est son deuxième film. Son premier film, non, son premier film crédité. Fait que, tu sais, c'est ça. Ouais, en effet, c'est sa faute, puis c'est pas sa faute en même temps. Fait que, tu sais, il y a tout cet aspect-là qui est terrible, puis de le traiter comme un personnage, tu sais, il est comme un dude handicapé borderline magique, là. Que, tu sais, il existe pas comme personne, il est juste tout le temps en train de juste faire des complications. Il existe pas pour de vrai. Tu sais, il aurait quasiment pu être un bébé. Ça changerait pas grand-chose. C'est vrai quand même. J'ai quand même dit comme, hey, je peux pas m'occuper de ce bébé-là, je suis un mafioso tough. Ben, c'est ça, parce que c'est ça, la relation que Gilly a avec Brian, presque tout le film, c'est juste d'y crier après, de dire t'es bête tannant, sois normal. Tu sais, ce qui, nous aide pas à aimer ce personnage déjà pas très aimable. Mhm. 2, c'est tout le temps la même scène. Fait que genre, tu sais, il y a pas... Un bébé, ça peut pisser et chier. Fait que ça, t'as 2 scènes différentes. Tu sais, il chie en spray sur le mur, il pisse. Déjà, t'as 2 scènes où il peut... Puis 3, tu sais, c'est comme... On le sait, on le voit dès le début que ça va être un genre d'affaire de comme l'innocence pure de Brian va lui faire réaliser des affaires. Tu sais que ça va être ça dès la première scène et c'est tellement laborieux de se rendre là, tu sais. Ça fait tellement rien d'intéressant en se rendant là que c'est aucunement c'est pas gagné là, tu sais, comme le film a pas travaillé pour ça là, quand il l'obtient. Non, puis là, ça c'est comme le premier aspect qui est vraiment. Tu sais, on a l'air d'attaquer Gilly avec une checklist de voici les choses qui sont offensantes dedans. C'est pas une bonne façon de critiquer un film, mais Non, c'est comme la effectivement. seule façon de critiquer Gilly, par exemple. Parce que ça nous saute trop d'en face. Il y a ça, puis l'aspect du personnage de Jennifer Lopez qui est comme. Qui est dit qu'il est une lesbienne, mais qui couche avec un gars. Là, à cette heure, tu sais. On a plus le vocabulaire de fluidité sexuelle, mais dans ce film-là, on est supposé penser qu'elle est absolument juste lesbienne, mais là, elle se laisse séduire par un dude. Puis ça, tu sais, la même façon que Brian pourrait être un bébé, j'ai l'impression que le script est comme, c'est quoi le plus gros obstacle dans une comédie romantique? Ouais. Ah, la fille aime les filles! Ouais. Mais on voit pas vraiment pourquoi qu'elle penserait qu'elle devrait s'essayer avec... qu'elle est charmée d'une autre façon par Ben Affleck. Là, t'en vois pas comme dire comme ah, j'aime tellement ces grosses chemises de bowling. Mais tu sais, il y a aussi un aspect comme quand même weird, c'est que Jennifer Lopez ne joue pas très bien son non-désir de Ben Affleck, tu sais. Sa performance est très flat, puis tu sais, Jennifer Lopez peut être vraiment bonne, puis je te dirais qu'elle est très charismatique, mais il n'y a pas de changement. Toutes les scènes sont traitées exactement de la même façon. Fait que tu sais, quand t'es genre non, je suis lesbienne, puis on sait qu'il y a un sous-texte d'éventuellement ils vont coucher ensemble, elle joue toutes ces affaires-là en même temps
mais pas de façon genre, wow, quelle maîtrise de son personnage. C'est vraiment comme. Je comprends pas vraiment. Tu sais, j'ai comme l'impression que tout est télégraphié. Puis on sait bien que, tu sais. Parce qu'il y a aussi une scène où Ben Affleck doit aller donner un shot de diabète à sa mère dans une fesse. Mhm. Puis là, sa mère regarde Jennifer Lopez dans les yeux et dit: T'as déjà été avec des hommes, hein, mais les hommes te donnent pas ce que les femmes peuvent te donner. Puis là, ils ont un moment très horny. Ouais. Plus digne des genres de films qu'on voit sur les pages, les homepages de certains sites de streaming, là, genre, je te dirais. Ouais, absolument. Oui. Qui est aussi par rapport. Tu sais, comme le film. La conception, tu sais, du désir et de la sexualité de ce film est tellement à côté de la traque. Tu sais, je pense que c'est bien qu'il y ait, tu sais, comme. Maintenant, dans les films de studio, les blockbusters, il y a plus de sexe, puis il y a plus de désir, puis il y a plus rien de ça. Tu sais. Fait que oui, je vais donner des points à Gilly du fait qu'il y en a, tu sais, ce qui est déjà quelque chose qu'il n'y a pas tout le temps, il n'y a plus maintenant. Mais c'est tellement une conception. C'est comme si moi, demain matin, j'écris un film de Lord of the Rings, tu sais. Mhm. Je m'en souviens un peu, là. Tu sais, je peux sûrement te mettre de quoi il va y avoir Frodon, là, puis Tom Bombadil, pis tout ça. Ça va rien avoir à voir avec Lord of the Rings. Puis c'est un peu comme ça que ce film-là traite la sexualité. Donc, ouais, tu sais, genre, je sais c'est quoi la sexualité, je peux sûrement vous m'arranger pour ça, mais... Fait que, j'ai lu avec tout de même gros budget dans le sens qu'ils ont dû dépenser beaucoup de leur budget pour avoir Ben Affleck puis Jennifer Lopez. L'argent n'est pas à l'écran tant que ça. Mais on peut-tu en conclure que le genre de film que j'ai lié, par là, je veux pas dire un film extrêmement mauvais, mais ce genre de comédie romantique là qui serait comme un peu adulte, mid-level, c'est ce genre de film là, souvent aussi plus dans des trailers, des affaires comme ça, ou des comédies, c'est là où que le monde pouvait être horny, puis que la disparition de cette classe-là de cinéma, de ce range-là de budget, qui pouvait avoir plein de films dedans, fait que c'est ça que les films sont plus autant sexués là, que les gros films. Là, ben, je pense que oui, tu sais, puis même on peut regarder, même Jennifer Lopez est dans Out of Sight là, de Steven Soderbergh, qui est un film, tu sais, bah, de comparer ça à Gilly, c'est peut-être un peu généreux, mais tu sais, c'est aussi un film, une comédie romantique, criminelle, un peu avec. Puis dans ça, il y a une scène de sexe, puis il y a de la chimie entre les deux personnages. Là, il y a. Tu sais, je serais pas prêt à dire qu'il n'y a pas de chimie entre Ben Affleck et Jennifer Lopez. Ça, c'était une des critiques à l'époque, tu sais. Comment est-ce que ils peuvent être le couple chouchou de l'heure si ils n'ont aucune chimie? Puis je suis pas prêt à dire qu'ils n'ont aucune chimie. Mais je ne crois pas que la chimie qui est à l'écran match la chimie du scénario qu'ils sont en train de jouer, tu sais. Puis, en fait, c'est quelque chose que, en général, j'appliquerais à Gilly, c'est que je crois que tu sais, les intentions de Gilly sont quand même bonnes. Aujourd'hui, je te parlais, genre, ça me faisait penser à comme une sous-section de films post-Tarantino qui a existé en Amérique du Nord. Puis les deux films qui m'ont venu à l'esprit, c'est Mad Dog Time de Larry Bishop puis Frogs for Snakes de Amos Poe, qui sont des films style Tarantino, ironico-crime, avec un gros casting puis des personnages funky puis tout, mais faits par des réalisateurs qui sont 15-20 ans plus vieux que Quentin Tarantino et qui donc n'arrivent pas avec la même ironie, tu sais, ou le même langage de pop culture que Tarantino avait, puis toutes les doutes qui sont allés après ça, c'est tous des doutes, là, aller voler le gimmick de Tarantino. Il y avait... si on veut, je veux juste essayer de montrer une image de ça serait quoi ça pour, mettons, les auditeurs, tu sais, c'est... Vu que Quentin Tarantino connaît assez bien la pop culture, mettons, tu sais, Pulp Fiction, c'est comme c'est tout de même un film c'est des sous-intrigues qu'il y aurait dans d'autres plus gros films. Du monde qui se sauve avec de l'argent, puis tout est comme ça, qui font un film en entier. Puis comme tu dis, je pense que du monde plus vieux se sont juste dit comme t'as même pas besoin d'écrire une grosse intrigue. Ouais, c'est ça. Tu peux juste faire
du langage fiorituré, puis peut-être mettre de la pop culture dedans, puis une coupe de fuck, Ben, puis c'est de ça. shit, puis... Puis ils ont vu ça comme un peu comme une déconstruction, peut-être, tu sais, c'est les acteurs, les réalisateurs plus vieux, tu sais. Puis des rip-offs de Tarantino, il y en a des centaines, là. Two Days in the Valley, Truth or Consequences, New Mexico. Il y en a un qui s'appelle Wednesday. Il y a Things to Do in Denver When You're Dead, tu sais. Il y en a plein, plein. Puis ça, c'est toujours un peu en face. C'est des criminels de bon niveau. Ils ont du dialogue witty, des références à la pop culture. Le casting est tout le temps un peu champ gauche. Il y a tout le temps quelqu'un que tu ne verrais pas dans ce rôle-là, puis tout ça. Puis, je vois plus Gilly dans le mode d'un film comme Mad Dog Time, où je pense que c'est un peu comme une interprétation peut-être plus artsy ou classique de ce qu'il voyait qui était populaire, comme les films de Tarantino, là. Mais c'est tellement mal fait, tu sais. Puis on le voit dans les scènes avec Christopher Walken et Al Pacino. Tu sais, qui sont essentiellement de chaque bord deux longs monologues de chaque acteur. Mais qui sont des monologues très exagérés, très imagés, un peu abstraits, tu sais. Puis là, je vois, tu sais, Martin Brest qui est comme... Ah, tu sais, c'est comme une déconstruction un peu ironique de ces choses qu'on est rendu habitué de voir. Tu sais. Puis des films de même, il y en a encore. Il y en a un qui est sorti l'année passée de Bruce McDonald, ça s'appelle Dreamland, avec Stephen McHattie, Juliette Lewis et Henry Rollins, qui est aussi le même principe, qui est un peu comme on déconstruit, tu sais, on pousse ça à l'extrême. Puis Gilly, c'est la pire version de ça, je pense, imaginable. Parce que justement, c'est vraiment juste dans la scène de Pacino et la scène de Walken où ce que tu perçois ce genre de second degré un peu, tu sais, un peu plaisantin, postmoderne. Puis Ben, toutes tu les sais, même scènes la avec les scène... autres sont comme... Même la scène avec sa mère, je trouve, tu sais, qui est pas aussi bonne, mais il y a une énergie dans cette scène-là. Tu sais, il se passe un petit peu plus quelque chose. Mhm. Puis c'est ça, fait que puis toutes les scènes où c'est juste Jennifer Lopez et Ben Affleck, on aurait dit que le film a été bulldozé par un genre de filtre Instagram de génériquisme qui, en plus, ne concorde pas avec des fois le dialogue qui est totalement genre show-off, puis tu sais, justement, son long monologue sur le pénis, son long monologue sur ci, sur ça. Mais ni les acteurs ni Martin Brest traitent ça de façon genre un peu funnée, ironique, sassy, là, tu sais, c'est... Fait que le film est super inégal, il est surtout égal à lui-même comme étant de la merde, là, mais tu sais, il est inégal dans le sens que, genre, je pense qu'il y a parfois, on voit un film que Gilles aurait gagné à être. Je ne pense pas que ça aurait été bon, mais ça aurait gagné à être ça. Sur IMDb, il y a, je te l'ai envoyé aujourd'hui, un résumé d'une critique qui a vu le film en avant-première, un cut différent, The Breast Cut, so to speak, qui semblait beaucoup plus dark, beaucoup plus différent, et avec beaucoup plus de scènes, donc beaucoup plus de scènes de Christopher Walken, et plus une intrigue policière, et moins de juste deux personnes dans un appartement beige qui se regardent dans un champ contre champ les plus dulls imaginables. Fait que, tu sais, je vais donner ça à Gilly. On n'a pas l'impression que c'est un film charcuté d'une plus grande œuvre. Mm-hmm. Mais bien que c'est une merde toute faite qui nous arrive. Fait que c'est au moins smooth. La merde, tu sais, ça s'est passé très smoothly. Cette crotte est très lisse. C'est ça. C'est la plus lisse des crottes. Mais je ne sais pas là à quel point ça aurait pu être sauvé avec justement la cote de 4 heures avec plus de Nick Cave là, de Gilly. Je pense pas que ça aurait passé au conseil. Non, je pense pas moi non plus. T'as un peu, faut juste que je branche mon ordinateur. La batterie est faible. Regarde, je suis fier de nous, Alex, parce que, m'a dire, en écoutant hier soir, j'étais pas sûr qu'il y avait grand chose à dire sur Gilly finalement. Je trouve qu'on a tout de même spiné ça, on a tout de même été capable d'en dire en masse. Mais regarde, j'ai donné une moitié d'étoile sur Letterboxd. Effectivement.
je dirais pas que je changerais ça pour une étoile entière, Mhm. mais discuter de ça avec toi me donne un fil de plus de sentiments positifs face au film, même s'il est absolument terrible. On le recommande pas à personne. Ben, tu sais, moi, j'ai donné une étoile, puis étrangement, j'ai plus qu'un ami qui a comme des souvenirs positifs de Gilly, qui m'ont comme dit, bah ouais, moi, je me souviens du speech de Walken, c'était sick, tu sais, puis c'est vrai, mais... Tu sais, si tout ce que ça prenait pour qu'un film soit bon, c'est des speeches de Walken, il y aurait 250 bons films. Tu sais, je veux dire, Walken fait un speech dans tous ses films et ils sont toujours bons. Mais tu sais, moi, j'ai donné une étoile, tu sais, puis je pense que c'est comme... C'est trop mauvais pour que ce soit juste un truc charcuté par le studio, mal compris. Tu sais, il y a trop de mauvaises idées dedans. Cependant, je vois parfois un noyau de ce que ça tente d'être. Puis, tu sais, je pense qu'il y a quand même. C'est non négligeable le fait que, tu sais, à cette époque-là, 2003, c'était encore. Fallait quand même encore ménager l'image d'une star de cinéma, tu sais. Puis, j'ai l'impression qu'il y a eu un certain niveau de. Ben là, vu que c'est rendu un film avec Ben Affleck puis Jennifer Lopez, ça peut pas être aussi trash, ça peut pas être aussi dark qu'on le voulait. Puis on fait tous les pires choix pour prendre le. Tu sais, se faufiler autour de ça. Là, Regarde, on peut mettre Gilly derrière nous, Alex, mais Ben oui. on remercie les gens qui nous ont suivis à travers cette odyssée. Mais on se dirige vers quel endroit, Alex, la semaine prochaine? Oh là là. C'est un film que ça fait longtemps, ça, Yannick, que je veux faire voir de vue depuis Oui. presque le début. On a eu une conversation, ça fait longtemps, au Pélican, dans le temps qu'on enregistrait encore le show Pélican, sur le concept du fan service. Et moi, à l'époque, ben encore maintenant, je n'étais pas capable de vraiment, tu sais, quantifier qu'est-ce que pour moi, quelque chose qui serait du fan service pour moi. T'sais. Et j'ai pensé à un film. C'est un film que j'ai vu seulement une fois dans ma vie et que j'ai détesté, là, mais détesté pour, tu sais, d'une façon pure et honnête, là. Et c'est le film CBGB de 2013 de Randall Miller, qui est un film choral sur la scène punk des années 70 à New York, avec Alan Rickman qui joue Hilly Crystal, qui était le propriétaire de CBGB's, qui était le club punk, le premier Où club les punk Ramones de ont New joué. York, et Toutes- exact. Blondie, Talking toutes les, Heads. toutes les artistes que vous avez vus imprimés sur des pyjamas de bébé par vos amis pour prouver qu'ils sont cool. Ouais, exact. Et donc, en 2013, Randall Miller, qui était un dude qui était, à cette époque-là, qui avait pas vraiment une grosse carrière nécessairement, mais qui avait fait une couple de films poche avec Alan Rickman, dont Bottle Shock et Nobel Sun, a fait un film là-dessus, et c'est un film avec une grande distribution, dont Justin Bartha. Oh, sais-tu quoi? J'avais oublié qui c'est qui nous amenait Ben à oui. CBGB's. Je pensais que c'était Walken, mais c'est le Ben non. Bartman lui-même. C'est le Bartman. Le Bartman joue Steve Baders, qui était le guitariste des Dead Boys, qui est un band de punk de l'époque. Et donc c'est ça, j'ai vu, c'est un film que je déteste profondément, mais c'est un film qui est conçu pour que moi je l'aime. Tu sais, quand quelqu'un applaudit dans le cinéma parce qu'il y a un bonhomme que je comprends pas dans un film de super-héros, il faut que je me rappelle. Ah, Comme ok, moi je fais, tu veux dire. Comme moi je me lève, C'est ça. puis là je suis comme yes, les Celestials de Martian. Jack Kirby sont là. C'est ça, exact. Merci Guardians of the Galaxy. Il faut que je me rappelle, pour moi, tu sais, mon dictionnaire de ça me dit, ah, c'est comme quand le drummer des Foo Fighters, Taylor Hawkins, joue Iggy Pop dans CBGB's. Tu sais, l'intention est la même, le résultat sans doute différent. Tu sais, je te dirais. Et donc, pour ce faire, j'ai décidé que notre invité la semaine prochaine sera mon ami et le compositeur de la chanson thème des Voix de Vue, Michel Tifo-Néré.
qui n'est pas d'humoriste, qui n'a pas de Patreon, mais qui est la personne avec qui j'ai regardé CBGBs la première fois, et qui est quelqu'un qui déteste ce film tout autant que moi. J'ai très hâte de vous entendre parler de ce film-là. Fait que j'encouragerais nos auditeurs. On n'est pas. Les voyeurs de vue, on veut pas être un podcast de mauvais films, Non, de films de boîte. Mais les dés ont roulé de cette façon-ci. effectivement. Cette semaine et la semaine suivante. Puis j'ai vraiment hâte, premièrement, de regarder ce film-là et d'écouter Michel et toi en parler. Parce que je pense que ça va être le fun et je crois que nos auditeurs vont beaucoup aimer ça aussi. Et si vous voulez vous préparer à l'avance, CBGB est sur Prime en ce moment. Ça, c'est fantastique. Ça ne l'était pas quand on a fait, on a tracé le chemin. Là, là les dieux du licensing de films de crotte nous ont écoutés, puis ils ont fait, hey, t'es aussi belle de le crisser sur Prime. Fait que vous pouvez aller le voir sur Prime gratuitement si vous avez accès à Prime sans aller donner 18$ à iTunes pour CBGB. Ça, de grâce, ne le faites pas. Là. Mais ne payez même pas 18$ pour la bande sonore. Là. Comme... C'est ça. Je veux juste regarder de là, je veux juste voir il est combien sur iTunes lui aussi, là, on va checker. Là. Il est 19$. Ah là Plus là, cher! Il est plus cher que Gilly. Écoute, c'est Bon. Gilly plus une pièce. Alex, le fait qu'on parle de ça, je pense que ça montre c'est le temps qu'on termine l'épisode. Yes. Premièrement, merci. Les gens qui veulent nous suivre et avoir plus de nos opinions et de nous dans leur vie peuvent nous suivre, du moins moi, @Yannick Belzile, sur Twitter, sur Instagram, ainsi que sur Letterboxd. Oui, moi c'est Alex Rose avec 2 petites barres à la fin sur Twitter. Sur Instagram et Letterboxd, je suis Why Does It Exist et vous pouvez toujours lire mes chroniques et mes critiques à cultmontreal.com. C-U-L-T-M, ben Montréal tout écrit, mais pas MTL, mais bien le mot Montréal au complet. Tu as écrit des chroniques sur quoi récemment, Alex? Ben là, cette semaine, par le temps que ça sorte, il va y avoir le review de Godzilla vs. Kong, dont je ne vais pas révéler ce que je pense, mais si vous allez sur mon Letterboxd, vous allez le trouver. Sinon, j'ai une entrevue avec Chase Joint et Ashlyn Chinyi pour le documentaire No Ordinary Man qui sort cette semaine, et aussi une entrevue avec Marie-Julie Dallaire pour le documentaire Big Giant Wave. Excellent, ça. Qui vont tous sortir cette semaine. Excellent. Alors, là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine, mais on vous souhaite surtout d'aller voir des vues. Yeah! Les voyous